Un agent de police a un étrange pressentiment à propos d'une petite fille dans le bus, mais quand elle prononce 3 mots, tout change. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire d'où vous nous regardez. Bonne lecture. Tim Watson avait appris à faire confiance à son instinct. 15 ans passés dans les forces de l'ordre lui avaient appris que parfois, les plus petites choses, un battement de cils, un raidissement d'épaule, une hésitation avant de répondre à une simple question pouvaient faire la différence entre sauver une vie et manquer un indice crucial. Et aujourd'hui, ce sentiment le frappa plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années. Tout commença au moment où un homme monta dans son bus à l'arrêt du centre-ville, traînant une petite fille derrière lui. Elle était menue, pas plus de 6 ans, et à peine visible sous l'énorme sweat à capuche qu'elle portait. Le tissu engloutissait sa petite silhouette, les manches couvrant entièrement ses mains, comme si elle essayait de disparaître à l'intérieur. Ses cheveux étaient un désordre emmêlé, blond mais terne, manquant de l'éclat d'un enfant bien soigné. Elle avançait lentement, avec hésitation, comme si elle craignait de lever les pieds trop haut du sol. L'homme qui tenait son poignet, car ce n'était pas une prise paternelle, pas la manière douce dont un parent tiendrait la main de son enfant, était nerveux. Ses yeux parcouraient le bus avant qu'il ne remonte rapidement sa capuche, même si la chaleur californienne rendait l'air lourd et épais. Il avait une silhouette fine et maigre, un visage anguleux avec une barbe naissante assombrissant sa mâchoire. Sa main libre se serrait et se desserrait sur le côté, son genou rebondissant d'agitation tandis qu'il guidait la jeune fille vers le fond du bus. Tim, assis au poste de conduite, tourna à peine la tête, mais suivit chacun de leurs mouvements dans le large rétroviseur. Il avait déjà vu ce genre de choses. Les parents voyageant avec des enfants n'agissaient pas comme ça. Les pères ne traînaient pas leurs filles dans un bus bondé comme s'ils tiraient un bagage, et les petites filles ne se recroquevillaient pas sur elles-mêmes comme des fantômes. Tim sentit les premiers frémissements de quelque chose de sombre, quelque chose de profondément dérangeant se nouer dans son estomac. Il garda sa main ferme sur le volant tandis que les portes du bus se refermaient derrière eux. Prochain arrêt, Market Street, annonça-t-il, sa voix calme et égale. L'homme et la fille ne répondirent pas. Alors que Tim remettait le bus sur la route, il jeta un rapide coup d'œil au rétroviseur. L'homme avait forcé la fille à s'asseoir au dernier rang, se positionnant de manière protectrice au bord du siège, comme pour la masquer. Son bras s'étirait le long du dossier, mais ce n'était pas un geste décontracté, c'était une barricade. Le pouls de Tim s'accéléra. La petite fille bougeait à peine. Elle fixait ses genoux, ses doigts serrés en petits poings. Puis l'homme se pencha vers elle, ses lèvres bougèrent, murmurant quelque chose que Tim ne put entendre. La fille tressaillit, pas un grand mouvement, juste un petit réflexe involontaire des épaules, comme si elle se préparait à quelque chose. Et c'est là que Tim sut que quelque chose n'allait pas. La ville bourdonnait à travers les fenêtres, le soleil de fin de matinée projetant de longues ombres sur les trottoirs. Le trafic était fluide et le bus ronronnait doucement dans les rues familières. Pour tous les autres, c'était juste un jour ordinaire, mais pour Tim, chaque nerf de son corps criait. Puis son oreillette grésilla, alerte enlèvement émise. Fille de 6 ans portée disparue. Dernière vue portant un sweat à capuche vert trop grand. Suspect d'enlèvement possible, homme adulte, fin de trentaine. Dernier vu dans le centre-ville. Le sang de Tim se glaça. Il déglutit, forçant son expression à rester neutre tandis que sa poigne sur le volant se serrait légèrement. Sweat à capuche vert trop grand, 6 ans, un homme d'une trentaine d'années. Les pièces s'assemblèrent en un instant, et le cœur de Tim battait si fort qu'il le sentait dans sa gorge. Il ne réagit pas extérieurement, ne ralentit pas le bus, ne tourna pas la tête. Tout mouvement brusque, tout signe qu'il avait réalisé que quelque chose n'allait pas, et cet homme, qui qu'il soit, pourrait paniquer. Il devait être intelligent. Tim expira lentement par le nez, son entraînement reprenant le dessus, son esprit passant en mode stratégie. Il devait jeter un meilleur coup d'œil à la fille sans éveiller les soupçons, il devait confirmer les détails de l'alerte avant d'agir. Avec précaution, il ajusta le rétroviseur juste assez pour obtenir un meilleur angle, et c'est là qu'il remarqua son ventre. À première vue, elle n'était qu'une enfant mince, engloutie par un sweat à capuche trop grand. Mais maintenant, alors qu'elle se déplaçait légèrement, quelque chose au niveau de son ventre attira son regard. Il était gonflé, pas le ventre rond d'un enfant en bonne santé, ni la douce rondeur de la graisse de bébé. C'était différent. Sa silhouette était fragile, ses bras trop minces, ses épaules étroites, mais son ventre, il gonflait anormalement sous le tissu. Tim retint son souffle. Malnutrition, problème médical, ou quelque chose de bien pire?
Sa mâchoire se serra. Il avait vu suffisamment de cas d'abus, de négligence et de trafic pour savoir que cela pouvait signifier quelque chose de bien plus sinistre. Il devait agir, mais il ne pouvait pas simplement appeler à l'aide. Il devait le faire discrètement. Si l'homme réalisait qu'il était sur sa piste, il pourrait s'enfuir, il pourrait blesser la fille. Tim jeta un coup d'œil à l'intersection suivante, un plan se forma dans son esprit. Il tendit la main vers l'interphone du bus et garda sa voix calme. « Mesdames et messieurs, nous allons faire un arrêt rapide pour une inspection de routine. Cela ne devrait pas prendre plus de quelques minutes. Veuillez rester assis pendant que je vérifie les choses. » L'annonce était suffisamment vague pour ne pas déclencher l'alarme, mais juste assez inhabituelle pour lui faire gagner du temps. Il vit l'homme se crisper, ses doigts trembler contre le siège, sa jambe rebondir plus fort. Ses yeux se posèrent un instant sur l'avant du bus, puis revinrent vers les portes. Tim connaissait ce regard. Il calculait une évasion. Tim garda ses mouvements calmes, contrôlés. Il devait maintenir cet homme exactement où il était jusqu'à l'arrivée des secours. La petite fille, toujours silencieuse, serrait ses mains si fort que ses phalanges blanchissaient. Le cœur de Tim battait la chamade alors qu'il tirait le bus vers le trottoir. Chaque seconde comptait maintenant, car il n'allait pas laisser cette fille disparaître, pas aujourd'hui, pas sous sa surveillance. Tim Watson avait déjà affronté des situations dangereuses. Il avait poursuivi des criminels dans des ruelles, participé à des affrontements tendus avec des suspects armés, et pénétré dans des pièces dont il n'était pas sûr de ressortir vivant. Mais là, c'était différent. Ce n'était pas un homme armé ou un voleur pris en flagrant délit. C'était une petite fille, et elle était terrifiée. Tim garda une posture détendue tandis qu'il garait le bus sur le côté, ralentissant juste assez pour que cela ressemble à un arrêt de routine. Au moment où les freins sifflèrent, il sentit le changement d'énergie derrière lui. L'homme se raidit. Il ne regarda pas autour de lui, ne réagit pas visiblement, mais Tim avait déjà vu ça. Les prédateurs pouvaient sentir quand ils étaient chassés. Tim coupa le moteur. Il sentait le poids du temps peser sur lui. Chaque seconde qui passait le rapprochait soit d'arrêter cet homme, soit de perdre la fille pour toujours. Il se leva lentement, gardant ses mains visibles, se déplaçant comme si cela faisait partie de son itinéraire quotidien. « Très bien, tout le monde, dit-il, sa voix décontractée, projetant de la confiance. Il y a eu un signalement d'un sac oublié à bord plus tôt ce matin. Je dois juste vérifier pour des raisons de sécurité. Rien d'inquiétant, cela ne prendra qu'une minute. » L'homme ne bougea pas. Il garda la tête baissée, fixant le sol, mais sa jambe rebondissait rapidement, le tic nerveux s'aggravant. Tim savait ce qu'il pensait, dois-je courir? Dois-je attendre? Est-ce un piège? Les autres passagers, légèrement agacés mais obéissants, commencèrent à se remuer sur leur siège, vérifiant sous leurs pieds. Tim parcourut l'allée lentement, s'arrêtant à chaque rangée, faisant semblant de regarder sous les sièges, mais son véritable objectif était le dernier rang, l'homme, la petite fille qui n'avait pas bougé un muscle depuis qu'elle était montée à bord. Il atteignit l'avant-dernière rangée et s'agenouilla, feignant l'intérêt sous un siège voisin. Et puis il l'entendit, un murmure. C'était si doux qu'il faillit ne pas le percevoir, mais c'était là, aidez-moi. Le sang de Tim se glaça. La petite fille n'avait pas prononcé un seul mot depuis qu'elle était montée dans le bus, ni quand l'homme lui avait murmuré, ni quand les autres passagers s'étaient agités sur leur siège. Mais maintenant, sa voix à peine plus qu'un souffle, elle avait parlé, et c'était la confirmation dont il avait besoin. Tim ne réagit pas immédiatement. S'il tournait brusquement la tête vers elle, s'il laissait transparaître qu'il l'avait entendu, l'homme le saurait. Et s'il paniquait, cela pourrait dégénérer rapidement. Alors, Tim hocha légèrement la tête, juste un petit mouvement, presque imperceptible, puis très délibérément, il tourna son attention vers l'homme. « Monsieur, dit-il, gardant sa voix calme mais ferme, cela vous dérangerait-il de vous lever une seconde? J'ai besoin de vérifier sous votre siège. » L'homme leva enfin les yeux. Son visage était émacié, pâle, des perles de sueur perlaient sur son front malgré l'air frais circulant dans le bus. Ses yeux, petits, agités, se fixèrent sur ceux de Tim juste une seconde de trop. Ce fut une erreur, car maintenant Tim savait. La culpabilité, la panique, la peur étaient gravées sur son visage. « Je n'ai rien vu d'oublié ici, » dit l'homme, sa voix rauque, rugueuse sur les bords. « Il faut quand même vérifier, » répondit Tim, offrant un sourire poli. Procédure standard.
L'homme hésita, puis se leva lentement. La fille tressaillit lorsqu'il bougea, comme si elle se préparait à quelque chose. Tim le vit, et c'est tout ce dont il avait besoin. Sous le sweat à capuche, ses mains tremblaient. Elle n'était pas seulement effrayée, elle était piégée. Tim ne laissa pas son regard s'attarder trop longtemps. Au lieu de cela, il se pencha et fit semblant de fouiller sous le siège. Il bougea lentement, gagnant du temps. Son cœur battait la chamade alors qu'il portait sa main à sa taille, où sa radio de police était clipsée sous son uniforme. Ses doigts effleurèrent le bouton dissimulé. Un appui, un signal de détresse silencieux. La centrale de police le recevrait instantanément. Pas besoin de mots. Il saurait qu'un agent infiltré était en détresse et avait besoin de renfort. Le plan était établi. Il ne lui restait plus qu'à les maintenir tous les deux dans le bus jusqu'à l'arrivée des secours. Tim se redressa et épousseta son pantalon, offrant un autre sourire décontracté. Tout est clair ici. Merci de votre coopération. Il se retourna nonchalamment et commença à retourner vers le siège du conducteur, mais il n'avait fait que 3 pas quand l'homme parla de nouveau. Nous devons descendre. Tim s'arrêta, se retourna. L'homme agrippait maintenant le poignet de la petite fille, ses doigts serrés trop fort autour de son bras fragile. La mâchoire de Tim se serra. Désolé, monsieur, dit-il, gardant sa voix légère. Je dois garder tout le monde à bord tant que je n'ai pas l'autorisation de mon superviseur. La poigne de l'homme se resserra. Le corps de la fille se tendit. Je me fiche de votre superviseur, siffla l'homme, les yeux maintenant fous. Laissez-nous descendre, maintenant. La tension dans le bus changea instantanément. Les autres passagers, auparavant indifférents, sentirent le changement. Certains tournèrent la tête, d'autres se raidirent sur leur siège. Tim se força à rester calme. S'il réagissait trop tôt, s'il faisait un geste avant l'arrivée de ses renforts, cela pourrait devenir dangereux. Sa seule option était de gagner du temps. Je comprends, dit-il, faisant un pas de plus. Mais il y a une procédure à suivre, monsieur. C'est pour la sécurité de tous. La sécurité, cracha l'homme. Il tira la petite fille en avant, et elle trébucha, se rattrapant de justesse. Tim vit l'éclair de douleur sur son visage, la façon dont elle serrait sa mâchoire. Il lui faisait du mal. Tim serra les poings. Chaque instinct de son corps lui criait d'agir maintenant, mais il ne pouvait pas encore. Il jeta un coup d'œil à l'horloge au-dessus du pare-brise, 3 minutes de plus. C'est le temps qu'il faudrait à son équipe pour arriver. 3 minutes. Mais en regardant les yeux de l'homme, fou, désespéré, calculateur, Tim eut le sentiment nauséabond qu'il était sur le point de manquer de temps. Et puis l'homme fit quelque chose qui noua l'estomac de Tim. Il fouilla dans sa poche. Tim retint son souffle. Était-ce une arme? Un téléphone pour appeler quelqu'un? Quelque chose de pire? Le corps de Tim se raidit, son esprit parcourant tous les scénarios possibles. 3 minutes. Il devait juste tenir 3 minutes de plus. Mais en regardant les mains tremblantes de l'homme, sa respiration erratique, l'éclat fou dans son œil, Tim eut le sentiment écœurant qu'il était sur le point de manquer de temps. Tim Watson avait déjà été dans d'innombrables situations dangereuses, mais celle-ci était différente. Ce n'était pas une fusillade dans une ruelle, ni une course-poursuite à grande vitesse dans les rues de San José. C'était une petite fille fragile, son poignet serré dans la poigne d'un homme qui devenait de plus en plus imprévisible à chaque seconde. Et maintenant, cet homme fouillait dans sa poche. Le cœur de Tim cognait contre ses côtes. Il savait qu'il ne fallait pas réagir trop vite. Si l'homme sortait une arme, Tim devait être prêt, mais il ne pouvait pas non plus faire un mouvement trop tôt. Une mauvaise réaction pourrait le pousser au-delà des limites. Dans sa vision périphérique, Tim vit les autres passagers se raidir. Certains semblaient confus, d'autres sentaient que quelque chose n'allait pas du tout. La petite fille ne bougeait pas, ne clignait pas des yeux. Elle était figée, piégée dans la terreur silencieuse d'un enfant qui avait appris que même le plus petit mouvement pouvait avoir des conséquences. Puis, d'un geste sec, l'homme tira quelque chose de sa poche. Les muscles de Tim se contractèrent, prêts à frapper, mais ce n'était pas une arme à feu. C'était un couteau à cran d'arrêt, une petite chose rouillée avec un bord dentelé qui avait vu trop d'années d'utilisation. Le genre de lame que quelqu'un pourrait utiliser pour éviscérer un poisson, ou pire. L'estomac de Tim se serra. L'homme l'ouvrit d'un clic qui résonna dans le silence tendu du bus.
J'ai dit, grogna-t-il, sa voix tremblant de nervosité, laissez-nous descendre, maintenant. Tim ne bougea pas, ne respira pas. Le temps avait ralenti. Il pouvait entendre chaque son, le ronronnement du moteur du bus, l'inspiration brusque d'une femme au premier rang, le craquement du siège alors que le corps de la petite fille tremblait. Il avait 2 minutes avant l'arrivée des renforts, mais 2 minutes, c'était une éternité quand un couteau était impliqué. Écoutez, dit Tim, gardant sa voix égale. Je ne veux pas d'ennui. Alors ouvrez ces putains de portes. La poigne de l'homme sur le couteau se resserra. Ses doigts étaient tremblants, sa posture instable. Tim le voyait maintenant. L'homme n'était pas un criminel entraîné, il n'était pas habitué à la violence. Il était désespéré, et les hommes désespérés étaient les plus dangereux. Tim fit un pas en avant, faisant attention à ne pas faire de mouvements brusques. D'accord, dit-il. Vous voulez descendre du bus, nous pouvons régler ça. Les yeux de l'homme se posèrent sur les portes, calculant. Il cherchait une issue de secours. Tim vit son opportunité. Si j'ouvre les portes, vous devez lâcher la fille, dit-il. C'est ça l'accord. La mâchoire de l'homme se serra. Un éclair d'hésitation traversa son visage. Tim insista. Vous ne voulez pas lui faire de mal, je le vois bien. Alors, faisons ça de la manière facile. L'homme hésita juste une seconde de trop, et pendant cette seconde, Tim bougea. Avec des réflexes affûtés par des années dans la police, il se jeta en avant et attrapa le poignet de l'homme, le tordant brusquement. Le couteau tomba au sol avec un cliquetis, et la petite fille laissa échapper un halètement aigu et surpris. L'homme grogna, essayant de se libérer, mais Tim avait déjà bloqué son bras. Lâche-la, aboya Tim. Les doigts de l'homme restèrent serrés autour du poignet de la fille. Puis une forte détonation à l'extérieur, une sirène de police. La distraction était tout ce dont Tim avait besoin. D'un mouvement sec, il tira l'homme en avant, le projetant face la première contre le poteau le plus proche. L'homme laissa échapper un grognement de douleur, sa poigne se relâchant enfin sur la fille. « Cours !» cria Tim. La petite fille hésita une demi-seconde avant de dévaler l'allée, ses petites jambes se déplaçant plus vite qu'il ne l'aurait cru possible. Elle était libre. Les portes du bus s'ouvrirent en grand. Une foule de policiers en uniforme envahit l'intérieur, armes au poing. Tim recula juste au moment où l'homme s'effondrait au sol, hébété, un mince filet de sang coulant de son nez. C'était fini, du moins le pensait-il. Car alors, dans le chaos, il vit quelque chose. Alors que la petite fille trébuchait vers un officier, serrant son sweat à capuche trop grand, le tissu se déplaça juste assez pour que Tim puisse apercevoir son ventre. Et ce qu'il vit lui glaça le sang. Ce n'était pas juste un gonflement inhabituel, c'était quelque chose de bien, bien pire. Tim Watson avait vu des horreurs en son temps, des scènes de crimes qui laissaient des cicatrices permanentes dans son esprit, des victimes dont les visages hantaient ses rêves. Mais rien, pas un seul cas, pas un seul moment en 15 ans de service, ne l'avait préparé à ce qu'il vit lorsque le sweat à capuche de la petite fille se déplaça. Son ventre n'était pas seulement gonflé, il était déformé, renflé de manière inégale sous le tissu trop grand. Sa frêle silhouette s'étirait d'une manière qui n'avait pas de sens. Ce n'était pas juste de la malnutrition, ce n'était pas juste de la négligence. C'était autre chose, quelque chose de non naturel. Tim sentit son cœur se serrer dans sa poitrine. Attendez. Il s'avança, mais les officiers bougeaient déjà, guidant la fille vers l'ambulance qui l'attendait dehors. Elle les laissa faire, sans résister, la tête toujours baissée, les bras croisés de manière protectrice autour d'elle-même. Elle cachait quelque chose. Tim se tourna vers l'homme, maintenant plaqué au sol, son visage pressé contre le plancher sale du bus, ses mains tordues derrière son dos et menottées. « Qui est-elle » demanda Tim, sa voix perçante et urgente. L'homme ne répondit pas. Un officier l'attrapa par l'arrière de son sweat à capuche et le tira vers le haut. « Vous feriez mieux de commencer à parler. » L'homme resta silencieux. Tim serra les poings. Son instinct lui hurlait, ce n'était pas juste un enlèvement, c'était quelque chose de plus grand, de pire. Il se tourna de nouveau vers la fille. « Stop » cria-t-il, bousculant les officiers. « Avant qu'elle n'aille n'importe où, nous devons la examiner. » Les ambulanciers avaient déjà ouvert les portes de l'ambulance. La fille se tenait immobile, les bras serrés autour d'elle-même. « Elle pourrait avoir besoin de soins médicaux » dit l'un d'eux, tendant la main vers elle. Au moment où ils le firent, la fille paniqua.
Elle recula si violemment qu'elle faillit tomber, ses bras se verrouillant fermement autour de son ventre. Doucement, ma belle, dit doucement une ambulancière. Tu es en sécurité maintenant. La fille secoua la tête. Des larmes montèrent dans ses grands yeux épuisés. Et puis, d'une voix la plus petite et fragile qui soit, ne le prenez pas, les ambulanciers se figèrent. Le sang de Tim se glaça. Elle ne parlait pas d'elle-même. Elle parlait de ce qui était à l'intérieur d'elle. Tim fit un pas en avant, sa voix baissa en un murmure, doux mais ferme. Ma belle, qu'y a-t-il là-dedans? La lèvre de la fille trembla, mais elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle souleva l'ourlet de son sweat à capuche, et le monde s'arrêta. Tim eut l'impression que l'air avait été aspiré de ses poumons. Sous le sweat à capuche, sous sa fragile cage thoracique, se trouvait une série de points de suture épais et déchiquetés le long de son abdomen. La peau était contusionnée et enflammée autour d'eux. La blessure était fraîche, trop fraîche. Cet enfant, cette petite fille de 6 ans, avait été ouverte, et quelque chose avait été placé à l'intérieur d'elle. Une vague de réalisation nauséabonde submergea Tim. Ce n'était pas seulement un enlèvement. C'était du trafic, mais pas le genre auquel la plupart des gens pensaient. Il ne s'agissait pas d'elle, il s'agissait de ce qu'elle transportait. La respiration de Tim devint courte et contrôlée. Nous devons l'emmener à l'hôpital, maintenant. Les ambulanciers étaient déjà en mouvement, guidant doucement la fille dans l'ambulance. Tim grimpa après eux. Allez, aboya-t-il. Les portes se claquèrent, les sirènes hurlèrent, et alors qu'il fonçait vers l'hôpital, une pensée se répétait sans cesse dans l'esprit de Tim, qui lui a fait ça, et qu'avait-il mis à l'intérieur d'elle, bon sang? L'ambulance fonçait à travers la ville, sirènes hurlantes, les lumières vives se reflétant sur les immeubles vitrés alors qu'elle fendait la circulation. Tim était assis sur le banc à côté de la civière, ses mains serrant la barre métallique si fort que ses phalanges blanchissaient. En face de lui, la petite fille gisait immobile, son sweat à capuche trop grand maintenant remonté juste assez pour révéler les points de suture déchiquetés et enflammés qui sillonnaient son petit ventre. Il ne pouvait pas détourner le regard. C'était l'une des pires choses qu'il ait jamais vues. Le gros fil noir, la peau rouge et irritée entourant la plaie. Celui qui lui avait fait ça ne se souciait pas de la douleur, de la guérison, de rien d'autre que de ce qu'il avait mis en elle. L'ambulancière, une femme nommée Jenna Collins, était déjà au travail, enfilant ses gants alors qu'elle se penchait. « Ma belle, peux-tu me dire ton nom » demanda-t-elle doucement, faisant attention à ne pas effrayer la fille. Silence. Tim regarda les doigts de Jenna effleurer la blessure, prudent, précis. La fille tressaillit violemment, son corps se recroquevillant pour éviter le contact. « Non » gémit-elle, sa petite voix à peine audible au-dessus du vrombissement de l'ambulance. Apaisa Jenna. Je ne vais pas te faire de mal, je te promets, mais je dois vérifier, d'accord? La fille secoua la tête, sa respiration devenant rapide et saccadée. Non, 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 non. Tim se pencha en avant, sa voix calme et ferme. Ma belle, écoute-moi. Nous devons t'aider, mais nous avons besoin de savoir, quelqu'un t'a-t-il fait du mal? Quelqu'un t'a-t-il dit de ne pas parler? La fille hésita, puis dans un murmure à peine perceptible, il a dit que ça allait se casser. Jenna se figea. Tim sentit la glace lui couler le long de la colonne vertébrale. Se casser? Répéta-t-il. Que veux-tu dire, ma belle? Les petits doigts de la fille tressautèrent contre le tissu de la civière. Ses yeux se posèrent sur Jenna, puis de nouveau sur Tim, comme si elle luttait pour trouver les bons mots. Puis finalement, elle murmura, à l'intérieur de moi. L'estomac de Tim se noua. Son esprit travaillait déjà sur les possibilités, drogue, contrebande. Les réseaux de trafic d'êtres humains étaient connus pour utiliser des enfants pour faire passer des choses à travers les frontières, parfois avec de faux plâtres, parfois cousus dans des poupées, et parfois à l'intérieur de leur corps. Mais cette fille n'était pas une inconnue à un aéroport. Elle avait été enlevée, et cela signifiait que ce qui était à l'intérieur d'elle n'était pas destiné à être transporté quelque part, c'était destiné à rester. Jenna lui jeta un regard, confirmant qu'elle pensait la même chose. Tim, si elle a quelque chose d'implanté en elle, nous avons besoin d'un scanner d'urgence dès que nous arrivons à l'hôpital. Tim hocha la tête, la mâchoire serrée. Combien de temps? 3 minutes. Trop long. Tim se tourna de nouveau vers la fille. Ses petites mains étaient serrées en poing, sa respiration superficielle. Elle souffrait.
Elle souffrait depuis Dieu sait combien de temps, portant quelque chose en elle qu'elle savait ne pas devoir être là. Ma belle, dit-il doucement, je sais que tu as peur, mais j'ai besoin que tu me dises, qui t'a fait ça? Les lèvres de la fille tremblèrent, puis à peine audible, mon papa. Le souffle de Tim se coupa, sa poigne sur la barre se resserra. L'homme du bus, celui qui avait refusé de la laisser partir, celui qui avait sorti un couteau quand il pensait perdre le contrôle. Elle l'avait appelé papa. Pas seulement à ce moment-là, mais avant. La façon dont elle tressaillait quand il parlait, la façon dont elle ne résistait pas quand il lui attrapait le poignet, la façon dont elle n'avait jamais une seule fois appelé à l'aide, parce qu'elle avait été conditionnée à ne pas le faire, parce qu'elle avait été élevée par son propre ravisseur. L'ambulance dérapa dans l'aire d'urgence, les portes arrière s'ouvrant en grand alors que l'équipe de traumatologie de l'hôpital se précipitait. Jenna sauta la première, les guidant vers la fille. Traumatisme abdominal, intervention chirurgicale récente. Nous ne savons pas ce qu'il y a à l'intérieur. Il pourrait y avoir des objets, ou des blessures internes. Elle est en détresse. Tim sauta après elle, ne quittant jamais l'enfant des yeux alors qu'il la poussait dans une salle d'urgence vivement éclairée. Elle agrippait maintenant les barres de la civière, ses petits poings serrés. « S'il vous plaît », murmura-t-elle. Tim marcha à ses côtés, gardant son pas régulier. « Nous allons t'aider. Tu es en sécurité maintenant. » La fille ne répondit pas. Elle se contenta de fixer le vide, son corps rigide alors qu'il la poussait à travers les portes battantes, vers l'inconnu. Tim s'arrêta juste devant, regardant les portes se refermer. Il se sentait mal, le genre de mal qui s'installe profondément dans les os, celui qui ne disparaît pas. Une voix rompit la brume. « Agent Watson. » Tim se retourna. Le docteur Eric Patel, chef des urgences, se tenait à ses côtés, feuilletant un dossier médical. Son expression était sombre. « J'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous savez, maintenant. » Tim expira brusquement. Elle a été enlevée par un homme qui prétendait être son père. Il a résisté. Nous n'avons pas encore de preuve de son identité, mais ce n'est pas son père. Tim se raidit. Le regard du docteur Patel s'assombrit. Nous avons fait un rapide scanner avant de l'emmener en chirurgie. Quoi qu'il y ait à l'intérieur d'elle, c'est délibéré, et cela a été mis là récemment, il y a moins de 48 heures. L'estomac de Tim se tordit. Des drogues, demanda-t-il. Le docteur Patel secoua la tête. Non, et c'est ce qui m'inquiète. Tim serra la mâchoire. Alors qu'est-ce que c'est? Les yeux du docteur Patel rencontrèrent les siens, et d'une voix qui rendit l'air trop immobile, il dit, quelque chose de mécanique. Le monde sembla basculer. Tim sentit les mots s'installer dans ses os, dans l'espace entre ses côtes où la peur s'accrochait et refusait de le lâcher. Mécanique, répéta-t-il. Le docteur Patel hocha la tête. Ce n'est pas organique. Quoi qu'ils aient mis en elle, ce n'est pas naturel. Tim se tourna vers les portes des urgences, son cœur battant plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des années, car soudain, ce n'était plus seulement un enlèvement, ce n'était plus seulement du trafic, ce n'était plus seulement de la contrebande. C'était autre chose, quelque chose de pire. Et celui qui avait fait ça n'essayait pas seulement de cacher quelque chose en elle. Ils attendaient que cela soit trouvé. Tim Watson pensait avoir vu le pire, les points de suture, la terreur dans les yeux de la petite fille, la confession que son propre papa lui avait fait ça. Mais ça, c'était tout autre chose. Quelque chose de mécanique. Les mots résonnèrent dans son crâne comme une sonnette d'alarme. Tim se tourna brusquement vers le docteur Patel, son pouls martelant. « Qu'est-ce que vous voulez dire par mécanique, bon sang ?» Le docteur Patel inspira profondément, feuilletant les résultats du scanner dans ses mains. La radiographie montrait quelque chose d'incrusté profondément dans sa cavité abdominale. Ce n'est pas organique, et ce ne sont pas des narcotiques. Nous parlons de quelque chose de métallique, petit, circulaire, possiblement électronique. Tim sentit sa respiration se couper. Du métal, de l'électronique à l'intérieur d'une petite fille de 6 ans. Il avait déjà traité des cas de trafic d'enfants, de contrebande et d'abus. Il avait vu comment ces monstres traitaient les enfants comme des objets, comme des moyens à une fin. Mais il n'avait jamais rencontré quelque chose comme ça. « Vous êtes en train de me dire qu'ils lui ont implanté un appareil ?» demanda-t-il, sa voix basse, contrôlée. Le docteur Patel hocha la tête d'un air sombre. « Nous devons opérer immédiatement,
mais nous n'avons aucune idée de ce à quoi nous avons affaire. Si nous ne le retirons pas bientôt, cela pourrait causer des dommages internes, ou pire. Tim ne le dit pas, mais il savait que Patel pensait la même chose, il n'avait aucune idée de ce qui était en elle, et il n'avait aucune idée de la raison pour laquelle c'était là. Tim passa une main sur son visage, essayant de repousser la colère qui montait en lui. Il se tourna vers les portes des urgences, regardant à travers la fenêtre étroite. À l'intérieur, la petite fille gisait immobile sur le lit d'hôpital, son petit corps englouti par les draps blancs et impeccables. Une équipe de médecins et d'infirmières travaillait autour d'elle, se déplaçant avec une urgence silencieuse. Elle semblait plus petite que jamais, vulnérable, seule. Tim devait faire quelque chose. Il se retourna vers le docteur Patel. Procédez à l'opération, mais j'ai besoin de réponses, maintenant. Le docteur Patel lui fit un signe de tête solennel. Je vous tiendrai informé. Tim ne perdit pas une seconde de plus. Il dévala le couloir, traversa les portes automatiques et entra dans la salle d'attente où deux policiers en uniforme montaient la garde. Entre eux, menotté à une chaise métallique, se trouvait l'homme du bus. Sa tête était baissée, ses épaules voûtées, son visage maculé de sang séché là où Tim l'avait projeté contre le poteau. Tim s'arrêta devant lui. L'homme ne leva pas les yeux. La mâchoire de Tim se serra, ses doigts le démangeaient de le saisir, de le secouer, de lui demander des réponses, mais il se força à rester calme. « Elle vous a appelé papa », dit Tim d'un ton égal. « Mais nous savons tous les deux que c'est un putain de mensonge. Alors dites-moi, qui êtes-vous » Silence. Tim fit un pas de plus. « Qu'avez-vous fait à cette petite fille » L'homme expira lentement, levant la tête juste assez pour que Tim puisse voir l'éclat froid dans ses yeux. Il eut un sourire narquois. Et ce sourire envoya un frisson dans le dos de Tim. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas du regret. C'était de la satisfaction, comme s'il avait déjà gagné. Les poings de Tim se serrèrent. Parlez, maintenant. L'homme se pencha en arrière contre la chaise, ses menottes cliquetant. Vous êtes trop tard. Le souffle de Tim se coupa. La pièce sembla plus froide. Il fit un autre pas en avant, sa voix dure comme l'acier. Trop tard pourquoi ? L'homme sourit, et les sonnettes d'alarme explosèrent dans l'esprit de Tim. Il se tourna vers les officiers. Faites venir l'équipe de déminage ici, maintenant. L'un d'eux tressaillit. Équipe de déminage. Tim se tourna vers l'homme, son pouls résonnant comme un tonnerre dans ses oreilles. Dites-moi ce qu'il y a en elle. L'homme haussa les épaules avec désinvolture. Vous aimeriez savoir, n'est-ce pas ? Tim vit rouge. Il se jeta en avant, attrapant l'homme par le col et le tirant si vite que la chaise grimaça sur le carrelage. Dites-le-moi. Le sourire narquois ne s'effaça jamais. Profitez du spectacle. Tim le lâcha, le repoussant. Il se tourna vers les officiers. Emmenez ce salaud d'ici. Sécurité maximale, pas de visiteurs, pas d'appel. Et que quelqu'un me trouve une putain d'identification de cet homme. Ils s'agitèrent. Tim était déjà en mouvement, courant vers les urgences. Trop tard ? Qu'est-ce que ça voulait dire, bon sang ? Il franchit les portes juste au moment où le docteur Patel en sortait. Son expression fit chuter l'estomac de Tim. Watson, nous avons un problème, dit Patel, la voix serrée. La gorge de Tim était sèche. Dites-moi. Patel expira brusquement. Nous la préparions pour la chirurgie, mais quand nous l'avons branchée au moniteur cardiaque, quelque chose s'est activé. Une lente et froide appréhension s'insinua dans les os de Tim. Activé ? Répéta-t-il. Patel hocha la tête. Quelque chose en elle a commencé à transmettre. Le monde bascula. Tim attrapa le bras de Patel. Vous êtes en train de me dire qu'elle a un appareil actif en elle. Le visage de Patel était grave. Nous pensons que c'est une sorte de signal, peut-être un déclencheur. Tim n'hésita pas. Il se tourna et aboya à l'infirmière la plus proche, mettez l'hôpital en confinement, maintenant. Elle se figea, les yeux écarquillés. Confinement. Maintenant. Elle se précipita vers le téléphone. Tim se tourna vers Patel. Vous ne pouvez pas opérer encore, pas tant que nous ne savons pas exactement à quoi nous avons affaire. La mâchoire de Patel se serra. Elle n'a pas beaucoup de temps. Si nous attendons trop longtemps. Nous n'avons pas le choix, coupa Tim.
Si cette chose transmet un signal, quelqu'un est à l'autre bout, et qui que ce soit, ils attendaient. Patel hésita, puis fit un bref signe de tête. Je la maintiendrai stable, mais vous devez vous dépêcher. Tim ne perdit pas une seconde de plus. Il sortit en trombe des urgences, son téléphone déjà en main. Il composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des années, un numéro qu'il avait juré de ne plus jamais utiliser. Après 2 sonneries, une voix répondit, agent spécial du FBI Rachel Monroe. Rachel, dit Tim, sa voix pressante. J'ai besoin de vous à San José, tout de suite. Une brève pause. Qu'est-ce qui se passe? Tim inspira brusquement. Une fillette de 6 ans vient d'être sous ma garde. Elle a été enlevée, recousue comme une putain d'expérience scientifique, et il y a quelque chose de mécanique en elle qui vient de commencer à transmettre. Silence. Puis, j'arrive. Tim raccrocha. Ses mains tremblaient, car maintenant il savait que ce n'était pas seulement un enlèvement, ce n'était pas seulement un cas de trafic. C'était quelque chose de plus grand, et quiconque était derrière tout ça regardait toujours. Tim Watson avait passé des années à démêler les coins les plus sombres du monde, mais là, c'était tout autre chose. L'hôpital était maintenant en confinement total. Des agents de sécurité bloquaient chaque sortie. Des infirmières chuchotaient, leurs yeux se posant furtivement vers les urgences où la petite fille gisait, branchée à des moniteurs, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant sous les draps blancs et éclatants. Et quelque part en elle, un appareil envoyait un signal. À qui? Et pourquoi? Tim n'avait pas le temps de le découvrir seul. C'est pourquoi il avait appelé Rachel Monroe. L'agent du FBI était la meilleure dans son domaine, traquant le genre de criminel qui ne prenait pas seulement des enfants pour de l'argent, mais pour quelque chose de bien pire. Tim arpentait le couloir de l'hôpital, son téléphone serré dans la main, observant les portes battantes au bout du couloir. D'une minute à l'autre, il avait besoin de réponses. Il les voulait vite. L'homme du bus, qui que ce soit, avait souri narquoisement quand Tim lui avait demandé ce qu'il y avait à l'intérieur de la fille. Il avait dit, « Vous êtes trop tard. » Trop tard pourquoi? L'ascenseur au bout du couloir tinta, puis les portes s'ouvrirent. Rachel Monroe en sortit. Elle n'avait pas changé, le même regard vif et sans fioriture, le blazer foncé sur une chemise ajustée, les talons officiels qui ne la ralentissaient jamais. Au moment où elle vit Tim, elle marcha droit vers lui. « Watson, dit-elle sèchement, parlez. » Tim expira, frottant sa mâchoire. Fillette de 6 ans. Je l'ai trouvée dans un bus avec un gars qui prétendait être son père. Il ne l'était pas. Elle a été recousue, quelque chose a été mis en elle, et maintenant ça transmet un signal. Les sourcils de Rachel se froncèrent. Trafic d'êtres humains, peut-être, mais ça ne me semble pas juste. C'est organisé, Rachel. Celui qui a fait ça savait exactement ce qu'il faisait. Elle hocha une fois la tête. Où est la fille? Aux urgences. Ils ne peuvent pas opérer tant que nous ne savons pas ce qu'il y a en elle. L'expression de Rachel se durcit. Alors découvrons-le. Ils marchèrent vers les urgences, dépassant des infirmières nerveuses et des médecins aux lèvres serrées. Quand ils entrèrent, le docteur Patel les attendait, les bras croisés, le visage masqué par l'inquiétude. « Vous êtes les fédéraux ?» demanda-t-il, observant Rachel. « Agent spécial Monroe », confirma-t-elle. « Qu'est-ce que nous savons ?» Patel soupira. « Nous avons fait un scanner complet. L'objet est logé près de son foie, environ 5 cm de diamètre. Nous ne savons pas encore exactement ce que c'est, mais c'est clairement électronique, et c'est actif. » La mâchoire de Rachel se serra. « Ça pourrait être une bombe ?» Tim sentit son estomac se nouer. Patel hésita. « Peu probable. Pas de signatures explosives. Mais si ça transmet, il y a une raison. » Rachel se tourna vers Tim. « Qu'est-ce que le gars du bus a dit ?» Tim expira. « Rien d'utile. Il a juste souri et dit que nous étions trop tard. » Le visage de Rachel s'assombrit. « Alors nous devons supposer le pire. » Elle se tourna vers Patel. « Vous devez lui retirer cette chose, maintenant. » Patel hésita. « J'ai besoin d'une autorisation pour une chirurgie d'urgence dans ces conditions. » Rachel sortit son badge. « Vous l'avez. Faites venir une équipe de déminage si vous devez, mais cet appareil ne reste pas en elle. » Patel hocha la tête et disparut dans l'aile chirurgicale.
Tim se tourna vers Rachel. Si cette chose transmet, quelqu'un regarde. Quelqu'un attend quelque chose. Rachel sortit son téléphone, composant un numéro. Si cela fait partie d'une opération plus vaste, nous avons besoin d'un suivi cybernétique sur ce signal. Tim la regarda, ses nerfs électriques. Tout allait trop vite, et pourtant pas assez vite. Puis un bip du moniteur cardiaque. Ils se tournèrent tous les deux vers la petite fille. Son petit corps bougea sous les draps. Ses cils battirent, puis ses yeux s'ouvrirent. Tim s'approcha. « Salut, ma belle. » Elle cligna des yeux vers lui. Rachel adoucit son ton. « Peux-tu nous dire ton nom ?» La fille déglutit, sa lèvre sèche. Et puis, d'une voix à peine un murmure, « Annie. » La poitrine de Tim se serra. « Annie » répéta-t-il doucement. « C'est un beau nom. » Rachel s'accroupit près du lit, son expression douce mais concentrée. « Annie, ma belle, sais-tu ce qu'il y a en toi ?» Annie hésita, puis, il m'a dit que c'était une horloge. Tim et Rachel échangèrent un regard. « Une horloge ?» La voix de Rachel était prudente. « Qui t'a dit ça, Annie ?» La respiration d'Annie se coupa. « Mon papa. » Le pouls de Tim martelait. « L'homme du bus ?» Annie secoua la tête. « Non, pas lui. Mon vrai papa. » La voix de Rachel resta ferme. « Annie, ma belle, qui est ton vrai papa ?» La petite fille hésita, puis d'une voix si petite qu'elle les brisa presque, « Je ne sais pas », Rachel et Tim se regardèrent, et à ce moment-là, ils surent tous les deux que ce n'était pas seulement un enlèvement, ce n'était pas seulement un cas de trafic. Annie était née là-dedans, et celui qui lui avait fait ça n'avait pas encore fini. Rachel Monroe était l'une des meilleures agentes du FBI du pays. Elle avait traqué les pires des pires, tueurs en série, trafiquants, cybercriminels, des gens qui prospéraient dans l'ombre de la société. Mais jamais elle n'avait rencontré quelque chose comme ça, une fillette de 6 ans avec un appareil mécanique dans son corps, un signal qui s'était activé au moment où il l'avait mise sous assistance respiratoire, et maintenant, une révélation terrifiante, elle ne savait pas qui était son père. Rachel regarda Tim. Son visage était taillé dans la pierre, sa mâchoire serrée, ses mains crispées en poing sur les côtés. Elle connaissait ce regard, la rage, pas celle qui rendait un homme imprudent, celle qui rendait un homme dangereux. Tim se tourna de nouveau vers Annie, sa voix calme malgré la fureur qui bouillonnait en dessous. « Ma belle, c'est bon. Tu es en sécurité maintenant. Personne ne va te faire de mal. » Annie cligna des yeux vers lui, ses doigts serrant la fine couverture d'hôpital. « Je ne veux pas que l'horloge se casse, » murmura-t-elle. Le sang de Rachel se glaça. « Annie, » dit-elle prudemment, « quelqu'un t'a dit ce qui se passe si l'horloge se casse. » Annie hésita, puis, « ça fait venir les méchants. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale de Rachel. Tim expira, passant une main sur son visage. « Ça ne fait qu'empirer. » Rachel se redressa, sortant son téléphone. « J'ai besoin que mon unité cybernétique traque ce signal, maintenant. » Tim se tourna vers elle. « Ceux qui ont mis cette chose en elle, ils regardent, n'est-ce pas ?» Rachel croisa son regard, et pour la première fois depuis son arrivée, elle sembla vraiment mal à l'aise. « Pas seulement regarder, dit-elle. Ils attendent quelque chose. » Le signal change. L'hôpital était désormais une forteresse. Le confinement était en place. Des policiers se tenaient à chaque entrée, leur radio bourdonnant d'informations. Mais Rachel ne pouvait se défaire du sentiment que ce n'était pas suffisant, car ceux qui étaient derrière ça n'étaient pas des criminels ordinaires. Ils avaient chirurgicalement implanté un appareil dans un enfant. Ils l'avaient activé à distance. Et maintenant, selon Annie, si cela se cassait, les méchants arriveraient. Rachel fixa la petite fille à travers la fenêtre de la chambre d'hôpital. Quel genre de monstre faisait ça à un enfant? Son téléphone vibra. Elle répondit instantanément. Monroe. Une voix grésilla à l'autre bout. Agent Monroe, ici l'agent spécial Cameron. Nous avons localisé le signal. Le pouls de Rachel s'accéléra. Où mène-t-il? Silence. Puis, c'est ça le problème. Il ne va nulle part. Le souffle de Rachel se coupa. Que voulez-vous dire? Cameron hésita. Il ne transmet pas de coordonnées. Ce n'est pas un traceur. C'est autre chose.
Rachel sentit un poids froid s'installer dans son estomac. Alors qu'est-ce que c'est, bon sang? C'est un récepteur. Rachel se figea. Expliquez, exigea-t-elle. La voix de Cameron était sombre. Il n'envoie pas d'informations, il attend d'en recevoir. Et quoi qu'il attende, ça se rapproche. Les doigts de Rachel se serrèrent autour du téléphone. Se rapproche, répéta-t-elle. Cameron expira. La force du signal augmente. Quelque chose, ou quelqu'un, se dirige vers nous. Le sang de Rachel se glaça. Elle tourna brusquement la tête vers Tim. Nous avons un problème. Tim était déjà en mouvement. Dites-moi. Rachel baissa son téléphone. Le signal n'envoie pas de données. Il reçoit. Les yeux de Tim s'assombrirent. Reçoit quoi? L'estomac de Rachel se tordit. Je ne sais pas, admit-elle. Tim regarda Annie, la mâchoire serrée. Alors nous ferions mieux de le découvrir avant qu'il n'arrive, car si ce signal attendait quelque chose, cela signifiait que le véritable danger n'avait même pas encore commencé. Tim Watson avait passé toute sa carrière à courir vers le danger. Il avait arrêté des criminels armés, poursuivi des fugitifs dans des ruelles, et pénétré dans des pièces sombres sans savoir s'il en ressortirait vivant. Mais là, c'était autre chose. Une fillette de 6 ans avec un appareil enterré en elle, un signal qui ne diffusait pas, mais qui attendait quelque chose. Et maintenant, le plus terrifiant de tout, quoi qu'il attende, cela se rapprochait. Sa poigne sur son téléphone se resserra. Combien de temps avons-nous? Demanda-t-il à Rachel, sa voix basse. L'expression de Rachel était sombre. Nous ne savons pas. La force du signal augmente, ce qui signifie que tout ce à quoi il est connecté se dirige vers nous. Son ventre se tordit. Vous êtes en train de me dire que quelqu'un là-bas la traque en temps réel? Rachel hocha la tête. Et nous ne savons pas ce qui se passe quand ils arrivent. Tim expira brusquement. Il manquait de temps. À l'extérieur de l'hôpital, la ville bougeait comme si rien n'était anormal. Des voitures filaient dans les rues, des piétons se pressaient sur les trottoirs. Les gens vaquaient à leurs occupations, complètement inconscients que quelque chose arrivait. À l'intérieur, cependant, la tension était suffocante. Tim se tenait près de la fenêtre de la chambre d'hôpital d'Annie, regardant les policiers armés prendre position dans les couloirs. Chaque entrée était verrouillée. La sécurité avait été triplée, mais cela ne semblait toujours pas suffisant. Rachel s'approcha de lui. Nous devons supposer le pire. Sa mâchoire se serra. Que pensez-vous qu'ils viennent la chercher? Rachel hésita, puis d'une voix à peine audible, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que nous n'aurons pas à attendre longtemps pour le découvrir. Un léger froissement les fit se retourner tous les deux. Annie s'était remuée dans le lit, ses petits doigts serrant fermement les couvertures. Elle était de nouveau éveillée, ses yeux écarquillés de peur. Tim s'approcha d'elle, gardant sa voix douce. Ma belle, ça va? Annie déglutit difficilement, puis sa voix, petite, fragile, ils sont là. Son pouls martela contre ses côtes. Le visage de Rachel pâlit. Annie, ma belle, qui est là? Les lèvres d'Annie tremblèrent, puis elle leva sa petite main et désigna la fenêtre. Tim et Rachel se retournèrent en même temps. Ce qu'ils virent glaça l'air. 2 SUV noirs venaient de s'arrêter de l'autre côté de la rue. Les portes s'ouvrirent, et des hommes en costume sombre sortirent un par un. Leurs mouvements étaient précis, contrôlés, pas comme des criminels ordinaires, pas comme des trafiquants, mais comme quelque chose de pire, quelque chose d'organisé. Et puis l'un d'eux leva les yeux, droit vers lui, et sourit. Tim Watson avait été dans suffisamment de situations mettant sa vie en danger pour en reconnaître une. Les hommes qui sortaient de ces SUV n'étaient pas de simples criminels, ni des voyous cherchant un coup rapide. Ils étaient autre chose, trop contrôlés, trop coordonnés, trop confiants. L'un d'eux, un homme grand avec un crâne rasé et un costume noir impeccable, ajusta sa cravate. Puis, comme s'il savait exactement qui l'observait, il leva les yeux et esquissa un sourire lent et délibéré. L'estomac de Tim se tordit. Rachel le vit aussi. Tout son corps se raidit, sa mâchoire se serra. Ce n'est pas un trafiquant, murmura-t-elle. C'est quelqu'un d'autorité. Tim savait qu'elle avait raison. La façon dont l'homme se tenait, la façon dont les autres le flanquaient en formation comme une unité. Ce n'était pas un gang, c'était une opération. Et quoi qu'il veuille,
cela avait tout à voir avec Annie. Rachel attrapa son téléphone, composant déjà un numéro. Je demande une réponse fédérale complète ici. C'est devenu une question de sécurité nationale. Le pouls de Tim battait la chamade alors qu'il se tournait vers Annie. Elle serrait toujours fermement la couverture, ses petites jointures blanches. Il s'accroupit près de son lit, gardant sa voix calme malgré la tempête qui faisait rage en lui. « Annie, ma belle, tu connais ces hommes. » Elle hésita, puis dans un murmure à peine perceptible, « Je crois que oui. » Un frisson froid enveloppa la colonne vertébrale de Tim. « Comment les connais-tu, chérie ?» La lèvre d'Annie trembla. « Il venait voir mon papa. » Rachel s'arrêta au milieu de sa phrase au téléphone, son regard passa de Tim à Annie. « L'homme du bus ? Ou quelqu'un d'autre ?» Annie secoua rapidement la tête. « Non, pas lui. Mon vrai papa. » Tim expira lentement, son esprit en pleine course. « Annie, ma belle, tu te souviens du nom de ton vrai papa ?» Ses petites épaules se tendirent, ses doigts agrippant son ventre comme si elle pouvait protéger la chose en elle. Et puis, d'une voix tremblante, « Je n'étais pas censé le savoir, mais je les ai entendus le dire une fois. » Tim se pencha. « Peux-tu nous le dire ?» Annie déglutit difficilement. Il s'appelait Dr. Keaton. Le visage de Rachel s'assombrit instantanément. Tim reconnut ce regard, elle savait quelque chose. « Rachel, insista-t-il, qui est le Dr. Keaton, bon sang ?» Rachel était déjà de retour au téléphone, ses doigts volant alors qu'elle tapait. Sa voix était tendue, urgente. « Nous avons besoin d'une autorisation complète sur le nom Dr. Keaton immédiatement. Tout associé connu, emploi actuel ou passé, casier judiciaire, liens gouvernementaux. » Le sang de Tim se glaça. Liens gouvernementaux. Il se tourna vers la fenêtre où les hommes en costume s'apprêtaient à traverser la rue vers l'hôpital. Ils ne se cachaient pas, ils ne se faufilaient pas. Ils marchaient comme s'ils étaient chez eux. Le téléphone de Rachel vibra avec un appel de retour. Elle répondit instantanément. « Dites-moi que vous avez quelque chose. » Un temps de silence. Puis, « Rachel, » dit la voix à l'autre bout, « quoi que vous veniez de vous mêler, vous devez vous en retirer, maintenant. » Le souffle de Rachel se coupa. « Quoi ? Vous m'avez bien entendu. Ce n'est plus votre affaire. » Les yeux de Rachel brillèrent de fureur. « L'enfer si ça ne l'est pas. J'ai une fillette de 6 ans avec un appareil implanté chirurgicalement en elle qui transmet activement un signal. J'ai besoin de réponses. » La voix à l'autre bout hésita. Alors, le docteur Keaton était un scientifique du gouvernement. Ses recherches étaient classifiées. Si sa fille a un appareil en elle, vous avez affaire à quelque chose de bien plus grand que vous ne le réalisez. Tim sentit son estomac se nouer. La poigne de Rachel sur le téléphone se resserra. Qui sont les hommes dehors ? Une pause. Alors, je ne peux pas vous le dire. Rachel serra la mâchoire. Vous voulez dire que vous ne voulez pas me le dire ? La voix s'adoucit. Rachel, retirez-vous. C'est au-dessus de vous. L'appel fut coupé. Le visage de Rachel était un masque de fureur alors qu'elle baissait lentement son téléphone. Tim expira brusquement. Qu'ont-ils dit ? Rachel croisa son regard. Ils nous ont dit de nous retirer. Tim laissa échapper un rire amer. Pas question. Les portes de l'hôpital s'ouvrirent en claquant. Les hommes en costume noir entrèrent, et juste comme ça, la guerre pour Annie commença officiellement. Tim Watson avait passé sa vie à faire respecter la loi. Il avait suivi le protocole, travaillé au sein du système, et faisait confiance à l'idée qu'au bout du compte, il y avait un bon et un mauvais côté. Mais alors qu'il regardait les hommes en costume noir entrer dans l'hôpital comme s'ils en étaient propriétaires, il eut la nauséabonde réalisation que le système venait de lui échapper. Ce n'étaient pas de simples criminels, ce n'étaient pas des trafiquants ou des hommes de main. Ils étaient autre chose, et ils étaient là pour Annie. Rachel Monroe se raidit à ses côtés, ses doigts tressaillant vers le pistolet à sa hanche. « Nous avons un problème, murmura-t-elle. La mâchoire de Tim se serra. Sans blague. Le chef, l'homme chauve qui leur avait souri à travers la fenêtre, s'avança avec une confiance absolue, ses mains soigneusement croisées derrière le dos. Sa posture n'était pas agressive, il ne brandissait pas d'armes, car il n'en avait pas besoin. Il avait déjà gagné. Un garde de sécurité de l'hôpital s'avança. « Excusez-moi,
messieurs, cet établissement est en confinement. Aucun visiteur n'est autorisé. L'homme chauve fouilla dans sa veste et en sortit une pièce d'identité officielle. Pas n'importe quelle pièce d'identité, un badge du département de la Défense. L'estomac de Tim se serra. La fille du docteur Keaton est sous notre juridiction, annonça l'homme chauve, sa voix douce et autoritaire. Nous sommes ici pour prendre sa garde, immédiatement. Tim vit rouge. Avant que Rachel ne puisse l'arrêter, il s'avança en trombe. L'enfer que vous le ferez, grogna-t-il. L'homme chauve tourna son attention vers lui, imperturbable. Agent Watson, n'est-ce pas? La colonne vertébrale de Tim se raidit. L'homme connaissait son nom. Son regard se posa sur Rachel. Et agent Monroe. C'est un plaisir. Rachel se plaça à côté de Tim, son expression froide. Je ne peux pas en dire autant, dit-elle sèchement. L'homme sourit de nouveau. Nous apprécions votre travail pour sécuriser la fille. Nous prenons le relais. Les poings de Tim se serrèrent. Ce n'est pas un putain de colis. Vous n'entrez pas simplement pour la réclamer comme un bagage perdu. Les yeux de l'homme chauve brillèrent d'amusement. En fait, agent Watson, c'est exactement ce que nous faisons. Le sang de Tim bouillait. Rachel fit un pas lent en avant. Dites-moi quelque chose, dit-elle, sa voix dangereusement calme. Pourquoi une fillette de 6 ans a-t-elle un traceur gouvernemental en elle? L'homme chauve inclina la tête. Cette information est classifiée. Tim laissa échapper un rire sans joie. Oui, ça ne marchera pas avec moi. L'homme chauve ne réagit pas, elle est un actif fédéral. Elle vient avec nous. Tim se plaça entre eux et la porte de la chambre d'hôpital. Pas question. La pièce devint silencieuse. Les hommes en costume noir se tendirent. La main de Rachel plana près de son étui. Pendant un long et lourd moment, personne ne bougea. Puis l'homme chauve soupira. Vous compliquez les choses. Tim ne broncha pas, vous n'avez aucune idée. Puis les lumières vacillèrent. Le souffle de Tim se coupa. Tout l'hôpital vacilla. Les lumières du plafond s'intensifièrent, puis s'affaiblirent, puis s'intensifièrent de nouveau. Une sirène d'avertissement retentit dans l'interphone. Le téléphone de Rachel vibra violemment. Elle le sortit, son visage se tordant de confusion. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis elle se figea. Tim, murmura-t-elle, le signal. Le pouls de Tim martelait. Elle lui tendit l'écran. La force du signal venait de monter à 100%. Quoi que ce soit qui venait pour Annie, c'était là. L'hôpital plongea dans le chaos. La sirène d'avertissement retentit dans les couloirs, résonnant contre les murs stériles tandis que les lumières du plafond continuaient de vaciller de manière erratique. Les infirmières se précipitaient entre les postes, leurs voix urgentes alors qu'elles s'efforçaient de sécuriser les patients. Les agents de sécurité attrapèrent leur radio, exigeant des réponses. Mais Tim Watson savait que personne n'en avait, car ce qui se passait n'était pas normal. Rachel Monroe resta figée à ses côtés, fixant l'écran de son téléphone. Le signal, celui qui était en Annie, avait atteint sa pleine capacité. Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang, aboya Tim. Rachel secoua la tête. Ça signifie que quelque chose vient de l'activer. Tim se tourna brusquement vers l'homme chauve en costume noir. Vous saviez que ça allait arriver. L'homme ne le nia pas. Sa posture resta calme, mais ses yeux avaient changé, calculant. Il fouilla dans sa veste, non pas pour une arme, mais pour une petite oreillette. Contrôle, nous avons une brèche. Lancez le protocole complet. Une réponse grésilla, reçue. Extraction en cours. L'estomac de Tim se tordit. Extraction? L'homme chauve croisa son regard. Votre rôle dans cette affaire est terminé, agent Watson. Tim vit rouge. Le salaud allait prendre Annie. Il se jeta, attrapant l'homme par le col et le projetant contre le mur le plus proche. Ce n'est pas à vous de décider. Pour la première fois, le calme de l'homme vacilla, ses mains se levèrent, mais Tim avait l'avantage, la rage, l'adrénaline et 15 ans de formation dans les forces de l'ordre. La voix de Rachel résonna dans le chaos. Tim, nous devons bouger. Puis un nouveau son éclata, quelque chose de mécanique. Les lumières du plafond s'éteignirent complètement, plongeant l'hôpital dans l'obscurité. Une seconde plus tard, des lumières de secours rouges clignotèrent,
baignant tout d'une lueur faible et pulsante. L'alarme changea de ton, un bourdonnement grave et déformé qui vibrait à travers le sol. Et puis les portes de l'ascenseur au bout du couloir s'ouvrirent. Tim se tourna vers elle, le sang glacé. Une silhouette en sortit, grande, vêtue de noir, se déplaçant trop doucement, trop précisément. Et derrière elle, d'autres suivirent. Rachel inspira brusquement. Pas possible. Tim n'avait aucune idée de qui ou de quoi il regardait, mais il savait une chose, ils n'étaient pas là pour sauver Annie. Ils étaient là pour la prendre. Les silhouettes se déplaçaient avec une précision non naturelle. Tim avait passé sa vie à lire les gens, à prédire leurs prochains mouvements, à repérer les tics nerveux, à déceler les signaux subtils. Mais ces choses, quelles qu'elles soient, ne bougeaient pas comme des hommes normaux. Elles marchaient en parfaite synchronisation, leurs longues enjambées étrangement fluides, leurs têtes ne tournant jamais à mesure qu'elles approchaient. Les lumières de secours rouges de l'hôpital pulsaient sur leurs vêtements entièrement noirs, projetant de longues ombres sur les murs stériles. Tim sentit le poids de son arme à sa hanche, mais pour la première fois depuis des années, il n'était pas sûr qu'une arme ferait la différence. La voix de Rachel était basse, tendue. Tim. Il ne tourna pas la tête, gardant ses yeux fixés sur les silhouettes. Ouais, dis-moi que tu vois ce que je vois. Tim déglutit difficilement. Oh, je le vois. Les doigts de Rachel planaient près de son étui. Il ne cligne pas des yeux. Elle avait raison. Leurs yeux, sombres, vides, insensibles, ne sciaient jamais, et ils marchaient directement vers la chambre d'hôpital d'Annie. Tim fit un pas en avant, se plaçant entre eux et la porte. Pas un pas de plus. Les silhouettes s'arrêtèrent. Le couloir devint mortellement silencieux. L'alarme continua son bourdonnement bas et déformé, mais personne ne bougea. Puis, pour la première fois, l'une d'elles parla. Nous sommes ici pour l'enfant. La voix n'était pas humaine. Elle était plate, presque robotique, dépourvue de toute émotion. Tim sentit son pouls martelé contre ses côtes. Pas question. La silhouette inclina la tête, comme si elle traitait ses mots. Puis elle fit un pas de plus. Le corps de Tim réagit avant que son cerveau ne puisse suivre. Sa main se porta à son arme, le métal froid contre sa paume. Dernier avertissement. Un pas de plus. Tim appuya sur la gâchette. Le coup de feu retentit dans le couloir, la balle fendant l'air et frappant directement la poitrine de la silhouette. Mais elle ne tomba pas. L'estomac de Tim se serra. La balle avait touché, il le savait, mais la chose devant lui n'avait même pas tressailli. Elle ne chancela pas, elle ne réagit pas du tout. Au lieu de cela, elle continua de marcher. Rachel tira ensuite, 3 tirs nets, en plein centre. Rien. La poigne de Tim sur son arme se resserra. Oh, non, pas ça. La voix de Rachel était perçante, urgente. Nous devons sortir Annie d'ici, maintenant. Tim ne discuta pas. Il fit volte-face, ouvrant la porte de la chambre d'hôpital en la poussant. Annie était toujours au lit, recroquevillée contre les draps, ses grands yeux remplis de terreur. Annie, ma belle, nous devons y aller, dit Tim, se déplaçant rapidement. Annie ne bougea pas. Elle tremblait. Tim s'accroupit, tendant la main vers elle. C'est bon, je te tiens. Elle laissa échapper un petit murmure brisé. Ils m'ont trouvé. L'estomac de Tim se noua. Non, chérie, nous ne les laisserons pas te prendre. Rachel referma la porte derrière eux. Nous avons besoin d'une sortie, maintenant. Tim prit Annie dans ses bras, son petit corps léger comme une plume. L'escalier de service. Si nous allons vite, nous pouvons. L'hôpital trembla. Pas une petite secousse, une profonde vibration gutturale qui semblait venir de partout à la fois. Les lumières de secours vacillèrent, puis les murs se fissurèrent. Rachel attrapa le bras de Tim. Va. Va, maintenant. Tim sprinta, tenant Annie serrée, son cœur battant la chamade. Et derrière lui, les silhouettes continuaient d'arriver. Tim Watson avait déjà été confronté à des courses-poursuites en voiture, des fusillades et des prises d'otages. Il avait fait face à des criminels si tordus qu'ils lui donnaient la chair de poule. Mais jamais ça. Annie tremblait dans ses bras alors qu'il sprintait dans le couloir de l'hôpital, Rachel Monroe juste derrière lui, son arme toujours dégainée, même s'ils savaient tous les deux qu'elle était inutile. Les silhouettes, celles qui ne saignaient pas, ne tressaillaient pas, ne s'arrêtaient pas, arrivaient,
et l'hôpital s'effondrait autour d'eux. Les murs tremblaient d'une vibration profonde et gutturale, des fissures s'étendant du plafond comme si quelque chose à l'intérieur du bâtiment essayait de se libérer. Les lumières de secours rouges pulsaient, projetant leurs ombres en longues traînées déformées sur le sol. Rachel continuait de regarder par-dessus son épaule. Ils arrivent toujours. Tim n'osa pas regarder en arrière. Continue de courir. Les doigts d'Annie agrippaient sa veste. Vous ne pouvez pas les arrêter, gémit-elle. Tim resserra sa prise sur elle. Regarde-moi faire. Ils tournèrent un coin et dévalèrent une porte d'escalier, percutant presque 2 officiers en uniforme. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, demanda l'un d'eux, la main sur son étui. Tim ne ralentit pas, si vous voulez vivre, courez. Avant que les officiers ne puissent réagir, le couloir derrière eux explosa de mouvement. Les silhouettes en costume noir émergèrent en parfaite synchronisation, avançant dans le couloir comme des ombres se détachant des murs. Les officiers réagirent instantanément, sortant leurs armes. Ne bougez pas. Tim savait ce qui allait se passer. Il n'attendit pas. Il les dépassa, Rachel sur ses talons, et descendit les escaliers 2 par 2. Derrière eux, des coups de feu retentirent, suivis du silence. Rachel laissa échapper un souffle aigu. Il ne meurt pas, la mâchoire de Tim se serra. Alors on ne se bat pas, on court. L'escalier tournait vers le bas, chaque marche tremblant sous leurs pieds alors que tout l'hôpital chancelait. Annie enfouit son visage contre sa poitrine. Je ne veux pas y retourner, gémit-elle. Tim ne ralentit pas, tu ne vas nulle part, ma belle, je te le promets. La voix de Rachel était tendue. Tu ferais mieux de le penser, car nous manquons de sortie. Ils atteignirent le rez-de-chaussée et franchirent une autre porte, se retrouvant directement sur le parking des urgences. Tim s'arrêta brusquement. Rachel jura à voix basse, car les attendait, alignés comme un mur d'acier noir, d'autres SUV. Et cette fois, les portes étaient déjà ouvertes. Le pouls de Tim battait la chamade. Rachel tendit la main vers son arme. Nous sommes tellement fichus. Puis une silhouette sortit du SUV de tête, pas l'une des silencieuses, pas comme les autres, un homme, grand, portant un costume gris, pas noir. Et quand il parla, ce fut d'une voix qui envoya de la glace directement dans les veines de Tim. Donnez-moi l'enfant. Tim resserra sa prise sur Annie. Plutôt mourir. Tim Watson avait affronté des assassins. Il avait pénétré dans des pièces où des hommes armés étaient prêts à le tuer. Il avait vu des ténèbres dans le monde que la plupart des gens n'auraient jamais imaginé. Mais rien, absolument rien ne semblait aussi anormal que l'homme qui se tenait devant lui maintenant. Il était grand et posé, vêtu d'un impeccable costume gris, ses chaussures cirées, ses cheveux foncés soigneusement peignés. Chaque détail le concernant était précis, contrôlé. Il n'y avait aucune hésitation dans sa posture, aucune nervosité dans son expression. C'était un homme qui n'avait jamais perdu, et maintenant il était là pour Annie. Rachel Monroe se raidit à côté de Tim, son arme toujours en main, bien qu'ils sachent tous les deux qu'elle était inutile. Les SUV noirs derrière l'homme en gris étaient alignés comme un mur impénétrable, et à l'intérieur, d'autres silhouettes silencieuses attendaient. L'homme en gris s'avança, ses mains posées nonchalamment sur les côtés. Donnez-moi l'enfant. Tim ajusta sa prise sur Annie, la gardant serrée contre sa poitrine. Plutôt mourir. L'homme soupira, comme si Tim était une nuisance, pas une menace. Vous ne comprenez pas à quoi vous avez affaire, agent Watson. La mâchoire de Tim se serra. Alors pourquoi ne m'éclairez-vous pas? L'homme en gris inclina légèrement la tête, comme s'il y réfléchissait. Ses yeux se posèrent sur Annie, et pour la première fois, une trace de quelque chose d'indéchiffrable traversa son visage, pas de colère, pas d'amusement, quelque chose proche de la pitié. Elle n'a pas sa place avec vous, dit-il. Rachel fit un pas en avant, sa voix froide comme l'acier. Qui êtes-vous? L'homme tourna son regard vers elle, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Agent spécial Monroe, vous avez été très persistante. Rachel ne réagit pas, mais Tim pouvait sentir la tension émanant d'elle. Ça ne répond pas à ma question. Les lèvres de l'homme se courbèrent légèrement. Mon nom est sans importance, mais si cela vous met plus à l'aise, vous pouvez m'appeler Monsieur Solomon. Les doigts de Tim se serrèrent sur le sweat à capuche d'Annie. Et que diable êtes-vous? Le regard de Solomon se posa de nouveau sur lui. Je suis un homme qui maintient l'ordre. Les mots tombèrent comme du plomb dans l'air. Tim serra les dents.
Qu'est-ce qu'il y a en elle? Solomon expira lentement, comme s'il pesait ce qu'il devait leur dire. Quelque chose qui ne devait jamais quitter nos mains. La poigne de Rachel sur son arme se resserra. Et que se passe-t-il quand vous le récupérez? Le sourire de Solomon s'estompa. Tim vit la réponse avant qu'il ne parle. Vous la tuez. Solomon ne le nia pas. Le pouls de Tim rugit dans ses oreilles. Ses mains se serrèrent plus fort autour d'Annie, qui laissa échapper un petit gémissement, ses doigts emmêlés dans sa veste. La voix de Rachel était à peine un murmure. Vous, monstre, avez mis quelque chose dans un enfant et maintenant vous voulez. Solomon la coupa. Ce n'est pas personnel. Le sang de Tim bouillait. C'est personnel pour elle. Solomon le regarda longuement, puis d'une voix plus froide que la glace, elle n'était jamais censée survivre aussi longtemps. Les mots envoyèrent un frisson violent dans le corps de Tim. Annie n'avait jamais été une personne pour ces gens. Elle avait été un test, un vaisseau, un outil. La respiration de Tim devint courte et lente. Tout son corps brûlait de rage. Vous ne la prendrez pas. Le regard de Solomon s'assombrit. Vous n'avez pas le choix. Puis il leva la main, et derrière lui, les portes des SUV s'ouvrirent tout en même temps. Les silencieux sortirent. Rachel inspira brusquement. Tim, nous sommes en infériorité numérique. Tim le savait, mais il savait aussi une chose, il ne lâcherait pas Annie, pas maintenant, pas jamais. Alors il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il se retourna et courut. Tim Watson n'avait jamais fui un combat de sa vie, mais ce n'était pas un combat, c'était une question de survie. Annie s'accrochait à lui, ses petits doigts se tordant dans sa veste, son souffle chaud contre son cou alors qu'il filait à travers le parking. Rachel Monroe était juste derrière lui, son arme dégainée, même s'ils savaient tous les deux qu'elle était inutile contre ces choses. Derrière eux, les silencieux bougeaient. Ils ne chargeaient pas, ils ne sprintaient pas. Ils marchaient, fermes, implacables, inarrêtables. La voix de Monsieur Solomon portait à travers le bitume, aussi douce que jamais. Il n'y a nulle part où courir, agent Watson. Tim ne regarda pas en arrière. Il n'aurait pas Annie, pas aujourd'hui. Voiture, aboya Rachel, désignant un véhicule de police qui tournait au ralenti au bord du parking. L'agent à l'intérieur était sorti, son attention fixée sur le chaos qui se déroulait près des portes de l'hôpital. Il ne les avait pas encore vus. C'était leur seule chance. Les jambes de Tim brûlaient alors qu'il forçait, son pouls rugissant dans ses oreilles. Le petit corps d'Annie était léger, mais ses bras lui faisaient mal à force de la tenir si fort. 20 pieds de la voiture, 15, 10. L'agent se tourna enfin vers eux, ses yeux s'écarquillant. Et, qu'est-ce qui se passe? Rachel ne ralentit pas, sortez de la voiture, maintenant. L'agent hésita. Attendez. Rachel n'attendit pas. Elle le tira de côté juste au moment où Tim atteignait la porte. Il l'ouvrit en grand et poussa Annie sur le siège arrière, puis se glissa sur le siège du conducteur. Rachel était juste derrière lui, claquant la porte passager juste au moment où le premier silencieux les atteignait. La main de Tim frappa le levier de vitesse. Accrochez-vous. Les pneus crissent contre l'asphalte alors qu'il accélérait à fond. Le véhicule s'élança en avant, manquant de peu les silhouettes qui se rapprochaient. Rachel se tordit sur son siège, regardant par la vitre arrière. Ils arrivent toujours. Tim n'eut pas besoin de vérifier, il le sentait. Il ne s'arrête pas, grogna-t-il, serrant fermement le volant. Il continue d'arriver. Annie gémit sur le siège arrière. Il me trouve toujours. Le cœur de Tim se serra. Il croisa son regard dans le rétroviseur. Pas cette fois, ma belle, promit-il. Il appuya plus fort sur la pédale d'accélérateur. Il ne courait pas, il s'échappait. Mais au fond, Tim savait que ce n'était pas fini, loin de là. La ville défilait en flou tandis que Tim Watson serrait le volant, ses phalanges blanches. Le véhicule de police rugissait sur les rues vides, les lumières rouges et bleues clignotantes se reflétant sur les bâtiments alors qu'il poussait le moteur à sa limite. Rachel Monroe était assise à côté de lui, son souffle coupé, saccadé, alors qu'elle vérifiait les rétroviseurs latéraux. Ils nous suivent toujours. Tim n'eut pas besoin de demander. Il les sentait. Les silencieux n'avaient pas besoin de voiture. Ils ne couraient pas, ils ne se précipitaient pas, mais d'une manière ou d'une autre, ils étaient toujours là. Annie était recroquevillée sur le siège arrière,
son petit corps blotti dans un coin, ses doigts serrant toujours l'ourlet de son sweat à capuche trop grand. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait trop vite, elle paniquait. Tim força sa voix à rester calme. « Nous allons bien, ma belle. » Annie n'avait pas l'air convaincue. Rachel se tourna vers lui. « Nous avons besoin d'un plan, Tim. » « Ils ne vont pas s'arrêter. » Il expira brusquement, balayant la route du regard. « Nous allons quelque part où ils ne peuvent pas nous suivre. » Rachel ricana. « Ils sont entrés dans un hôpital en confinement, Tim. » « Dans quoi, au juste, pensez-vous qu'ils ne peuvent pas entrer ?» La mâchoire de Tim se serra. « Un endroit qu'ils ne connaissent pas. » Rachel hésita, puis la réalisation se fit dans ses yeux. « Vous avez une planque ?» Tim ne confirma ni ne nia. Il tourna simplement brusquement le volant, prenant un virage sec dans une rue latérale. Le véhicule de police dérapa au coin, les pneus crissant sur le bitume avant de retrouver de l'adhérence. Rachel s'accrocha au tableau de bord. « Dites-moi que c'est prêt. » 15 minutes. Rachel jura à voix basse. Tim se concentra sur la route devant lui, zigzagant à travers la ville, empruntant des ruelles et des allées que aucun GPS standard ne recommanderait. Il connaissait ces rues mieux que personne, mais il ne pouvait toujours pas se défaire du sentiment qu'ils étaient toujours là. Rachel vérifia le rétroviseur. « Je ne les vois pas, mais je n'aime pas ça. » La poigne de Tim sur le volant se resserra. Ils n'ont pas besoin d'être vus pour être proches. Rachel expira brusquement, se frottant les tempes. « J'ai besoin de réponses, Tim. Nous avons une petite fille avec une expérience gouvernementale en elle, des hommes en costume qui agissent comme s'ils possédaient le monde, et maintenant nous sommes en fuite comme des fugitifs. Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?» Tim jeta un coup d'œil à Annie dans le rétroviseur. « Nous le saurons quand nous arriverons à la planque. » Les lèvres de Rachel se pressèrent en une fine ligne. Elle n'aimait pas attendre, lui non plus. Mais pour l'instant, mettre Annie en sécurité était la seule chose qui comptait. Tim tourna sur une route déserte menant aux abords de la ville. Les bâtiments s'éloignaient, les lampadaires vacillaient, projetant de longues ombres sur le bitume fissuré. Ils y étaient presque. Puis Annie parla. « Ils sont là. » Le souffle de Tim se coupa. Rachel se tordit sur son siège. « Quoi ?» Les doigts d'Annie se serrèrent en poing. « Ils nous ont trouvés. » L'estomac de Tim se serra. Puis les lampadaires s'éteignirent tous en même temps. La voix de Rachel était perçante. « Tim !» Un SUV noir apparut derrière eux, ses phares s'allumant de nulle part. Un autre s'engagea sur la route devant. Le pouls de Tim rugit. Ils étaient piégés, et la chasse ne faisait que commencer. Le véhicule de police filait sur la route sombre, le moteur hurlant alors que Tim Watson appuyait à fond sur l'accélérateur. Gravier et poussière volaient derrière eux, les roues s'accrochant à peine au bitume, mais ce n'était pas suffisant. Les SUV noirs, deux devant, un derrière, se déplaçaient avec une précision terrifiante, pas de dérapage, pas d'hésitation, juste une progression constante. Les doigts de Rachel Monroe planaient près de son arme, sa respiration courte et saccadée. « Ils nous encerclent !» Tim le savait déjà. Ses yeux se posèrent sur le rétroviseur. Annie était recroquevillée sur le siège arrière, ses bras serrés autour d'elle-même. Elle ne pleurait pas, elle attendait. Elle avait déjà vécu cela. Tim serra la mâchoire. Pas cette fois. Rachel se tourna vers lui. Nous avons besoin d'options, Tim. L'esprit de Tim s'emballa. Il connaissait ses routes, ses ruelles, ses étendues de nulle part. Il lui restait un seul coup. Accrochez-vous. Il tira brusquement le volant à droite. Le véhicule de police dévia de la route. Rachel eut à peine le temps de jurer avant qu'il n'emprunte un étroit sentier de terre menant dans la forêt dense. Les pneus dérapèrent, rebondissant sur le sol irrégulier, des branches raclant les vitres comme des griffes. Mais Tim ne ralentit pas. Les SUV n'hésitèrent pas non plus, ils suivirent. Rachel serra les dents. Il ne s'arrête pas. Le cœur de Tim battait la chamade. Je compte sur ça. Les arbres se refermèrent sur eux, la route se tordant, se rétrécissant. Le véhicule cahotait sur de profonds nids de poules, mais Tim garda le contrôle. La forêt les engloutit complètement, pas de lampadaires, pas de bâtiments, aucun moyen de les traquer, sauf ceux qui étaient en Annie. Rachel vérifia le rétroviseur. Ils sont toujours sur nous. Tim le vit.
Les SUV se déplaçaient à travers les arbres comme des requins dans l'eau, ralentissant à peine, leur moteur un bourdonnement bas et régulier. Ils ne poursuivaient pas, ils attendaient. Tim expira brusquement. Nous devons en finir. La tête de Rachel se tourna vers lui. Comment? Tim ne répondit pas, car devant lui, il le vit, un vieux pont abandonné, à peine debout au-dessus d'un lit de rivière asséché, une structure que personne de sensé ne traverserait en voiture. Tim n'était pas censé à ce moment-là. La ceinture de sécurité de Rachel se resserra, ses yeux s'écarquillèrent. Tim, non. Mais il était déjà en train d'accélérer. Le véhicule de police s'élança en avant, les pneus crachant de la terre alors qu'ils fonçaient vers le pont. Derrière eux, les SUV les poursuivaient. 15 mètres. 12. 9. Annie laissa échapper un petit halètement. 6. Rachel se prépara. 3. Le pont se brisa dès qu'ils le touchèrent. Le véhicule traversa les planches de bois en rugissant, celles-ci se brisant sous leur poids. Et puis, avec un fracas assourdissant, le pont s'effondra derrière eux. Tim freina brusquement. Terre et débris s'élevèrent dans l'air alors que le véhicule dérapait et s'arrêtait. La poussière retomba. Silence. Rachel laissa échapper un souffle tremblant. Mon Dieu. Tim se retourna. De l'autre côté du pont maintenant détruit, les SUV s'étaient arrêtés, bloqués. Les silencieux se tenaient à côté de leur véhicule, observant. Rachel expira. Ça nous a fait gagner du temps. Les mains de Tim restèrent serrées sur le volant. Pas assez. Parce que M. Solomon se tenait à l'avant du groupe, et il souriait toujours. La voix d'Annie était à peine un murmure. Il a dit que vous ne pouvez pas courir pour toujours. La poigne de Tim se resserra. Alors nous arrêtons de courir. Tim Watson avait passé sa vie à traquer les méchants, mais pour la première fois, il réalisa qu'il ne courait plus après eux. Ils attendaient. Il sentait les yeux de M. Solomon sur lui de l'autre côté du pont en ruine, ce sourire exaspérant toujours sur son visage. Les silencieux se tenaient immobiles à ses côtés, leur costume noir à peine touché par le vent, comme s'ils n'étaient pas réels, comme s'ils n'étaient pas humains du tout. Rachel Monroe laissa échapper un souffle lent, se frottant les tempes. D'accord, murmura-t-elle, nous avons gagné quelques minutes. Maintenant, dites-moi que nous avons réellement un plan. Tim ne répondit pas, car sur le siège arrière, Annie était devenue complètement immobile. Il se retourna. Ma belle? Elle ne répondit pas. Ses petites mains agrippaient son ventre, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de son sweat à capuche. Sa respiration était devenue superficielle, sa poitrine se soulevant à peine. Quelque chose se passait. Rachel se tordit sur son siège. Annie? Annie grimaça, puis elle laissa échapper un petit gémissement de douleur. Les yeux de Rachel s'écarquillèrent. Oh, l'enfer! Tim, arrêtez-vous. Le pouls de Tim rugit dans ses oreilles. Il mit le véhicule au point mort, arrachant les clés du contact. Rachel grimpait déjà sur le siège arrière, ses mains atteignant avec précaution la petite silhouette d'Annie. Tim arracha sa ceinture de sécurité et bougea rapidement, s'accroupissant à côté d'elle. Ma belle, parlez-nous. Annie halta, ses yeux s'ouvrirent en battant des cils, mais quelque chose n'allait pas. Ses pupilles étaient dilatées, trop larges, trop vite. Rachel remonta le sweat à capuche d'Annie, et c'est là que Tim le vit, les points de suture sur son ventre se défaisaient, pas comme une blessure qui s'ouvre, mais comme si quelque chose à l'intérieur d'elle poussait. Le souffle de Rachel se coupa. Oh mon Dieu! Le cœur de Tim martelait. Nous devons lui retirer ça, maintenant. Rachel tendait déjà la main vers le couteau à cran d'arrêt dans sa botte. Je ne suis pas chirurgienne, Tim, mais je serai damnée si je laisse ce que diable il y a en elle y rester. Le corps d'Annie frissonna violemment, ses petites mains se tendirent, agrippant le bras de Tim. Sa voix, douce, tremblante, était à peine un murmure. Il le rappelle. Le sang de Tim se glaça. Rachel se figea. Quoi? Annie laissa échapper un souffle brisé. Ils le reprennent. Et puis la chose en elle bougea. Tim le vit, un renflement changeant, non naturel, pressant contre sa peau. Vivant. Rachel jura. Tim, maintiens-la. Les mains de Tim se serrèrent sur les petites épaules d'Annie tandis que Rachel ouvrait son couteau. Annie gémit. Je ne veux pas y retourner.
La vision de Tim se brouilla de rage. Tu n'iras nulle part, ma belle, pas tant que je respire. Rachel serra les dents. Tiens-la immobile. Elle pressa la lame contre la peau d'Annie. Et puis le ciel au-dessus d'eux explosa. Un bourdonnement mécanique bas remplit l'air, secouant le sol sous leurs pieds. La tête de Tim se releva brusquement. Le visage de Rachel pâlit. Le petit corps d'Annie s'arqua comme si quelque chose en elle venait d'être activé. Et de l'autre côté du pont, Monsieur Solomon rit. L'appareil en Annie avait répondu à son appel, et maintenant il venait la reprendre. Tim Watson avait déjà affronté des obstacles impossibles, mais jamais comme ça. Le bourdonnement dans l'air était assourdissant, une vibration mécanique profonde qui résonnait dans ses os. Le sol tremblait sous lui, le ciel au-dessus se tordant avec des nuages anormaux. Rachel Monroe était accroupie à côté d'Annie sur le siège arrière, son couteau suspendu au-dessus des points de suture enflammés, son visage pâle de détermination. Tim, nous n'avons pas le temps. Si nous ne sortons pas cette chose d'elle maintenant, nous n'aurons peut-être jamais l'occasion. Le petit corps d'Annie s'arqua violemment, son dos se soulevant du siège comme si une force invisible l'attirait. De l'autre côté du pont en ruine, Monsieur Solomon se tenait droit, les regardant avec ce même sourire indéchiffrable. Ses silhouettes silencieuses restaient immobiles à ses côtés, attendant. Parce qu'il savait déjà. Tim leva les yeux vers le ciel et se figea. Des formes descendaient à travers les nuages tourbillonnants. Des objets sombres et métalliques. Pas des hélicoptères, pas des drones. Quelque chose d'autre, quelque chose qui ne venait pas de ce monde. Les mains de Rachel tremblèrent. Tim, dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. Tim ne pouvait pas, parce qu'il ne savait pas ce que c'était, bon sang. Annie? Elle laissa échapper un faible halètement. Je ne veux pas y retourner. Tim sentit sa poitrine se serrer de rage. Ils ne te prendront pas, ma belle, promit-il. Je le jure. Rachel expira brusquement, puis resserra sa prise sur le couteau. Alors nous en finissons. Tim maintint Annie. Fais-le. Rachel n'hésita pas. Elle pressa la lame sur le premier point de suture. Annie hurla, son petit corps convulsa, ses mains griffant la veste de Tim. La chose en elle bougea. Rachel jura, travaillant rapidement, coupant les points de suture rugueux, ses mains glissantes de sang alors qu'elle tirait le fil. C'est profond, Tim. J'ai besoin de plus de temps. Mais il n'avait pas le temps. Une rafale de vent déchira les arbres, les pliant à des angles anormaux. Le sol trembla plus fort, des fissures s'étendant à travers la terre comme si quelque chose en dessous se réveillait. Tim jeta un coup d'œil vers le pont. M. Solomon leva une main, et les silhouettes silencieuses commencèrent à traverser. Tim attrapa son arme. Rachel, dépêche-toi, bon sang. Rachel respirait difficilement, ses doigts enfouis dans la blessure d'Annie, essayant d'extraire ce qu'il y avait à l'intérieur. Je le sens. C'est du métal. C'est. Ses mots s'éteignirent. Ses yeux s'écarquillèrent. L'estomac de Tim se tordit. Rachel. Elle souleva lentement quelque chose de petit, métallique et pulsant dans la faible lumière. C'était un disque. Non, une sphère. Métal sombre et lisse, pas plus gros qu'une balle de golf. Sa surface recouverte de minuscules lignes lumineuses. Elle bourdonnait d'une énergie qui n'appartenait pas à ce monde. Tim eut à peine le temps de le comprendre avant qu'Annie ne crie. Son corps fut projeté en arrière contre le siège, ses pupilles dilatées, son petit corps tremblant violemment. Rachel laissa tomber la sphère. Au moment où elle toucha le plancher de la voiture, tout devint silencieux. Le vent mourut, le sol cessa de trembler, la tempête au-dessus se figea en plein mouvement, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause sur le monde entier. Tim osait à peine respirer. Puis la sphère flotta du sol. Tim tira Annie dans ses bras, son cœur martelant. Rachel. La voix de Rachel était rauque. Tim, cours. La sphère détonna. Une impulsion d'énergie pure jaillit vers l'extérieur, déchirant les arbres, la route, l'épave du pont, tout. Tim sentit son corps se soulever du sol, ses bras se resserrant autour d'Annie alors que la force les projetait en arrière. Il tomba lourdement, la douleur explosant dans ses côtes. Ses oreilles tintaient, sa vision était brouillée. Quelque part à proximité, Rachel toussait, luttant pour bouger. Tim se força à se relever, ses muscles hurlaient de protestation, mais il s'en fichait.
Il devait retrouver Annie. Elle gisait sur le sol, son petit corps mou. Le souffle de Tim se coupa. « Ma belle ?» Un faible gémissement. Un soulagement inonda ses veines. Puis une ombre tomba sur eux. Tim leva les yeux. Monsieur Solomon se tenait au-dessus de lui, indemne de l'explosion, son costume toujours impeccable. Derrière lui, les silencieux avaient cessé de bouger comme déconnectés. Solomon baissa les yeux vers Annie, puis lentement ses yeux rencontrèrent ceux de Tim. Et pour la première fois, l'homme semblait furieux. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de faire. » Tim serra les dents. « Alors pourquoi ne me le dites-vous pas ?» Solomon inspira profondément, puis d'une voix comme une tempête à l'horizon, « Vous venez de déclencher une guerre. » Les mots envoyèrent un frisson dans le dos de Tim, mais il s'en fichait, car Annie était en sécurité dans ses bras. Et tant qu'il respirait, personne ne la reprendrait jamais.